Ça, c'est le MiG-15, l'avion qui terrorisa les Américains durant la guerre de Corée. Si bien 29 l'a battu en quelques minutes, pourtant escorté par plus de 118 chasseurs, dont 34 sabres. Le commandement allié est abasourdi. Comment un chasseur est capable d'abattre des bombardiers tout en étant hors d'atteinte par les escortes? Ce chasseur est le dernier du constructeur soviétique MiG. Mais comment les soviétiques ont réussi à créer un chasseur aussi redoutable? Pour le savoir, revenons 8 ans en arrière en pleine Seconde Guerre mondiale. L'ingénieur de chez Focke-Wulf, Hans Multop, imagina dès fin 1943 le projet 6, ou plus communément le TA-183 Rookobine. Ce chasseur devait remplacer le Messerschmitt 262 et le Heinkel 162. Mais la fin de la guerre arrive, et Kurt Tank, ingénieur et pilote d'essai de renom, ayant conçu le Focke-Wulf 190 et TA-152, fuit en Argentine avec les plans du TA, et grâce au gouvernement argentin, met au point un avion très semblable au TA-183 sous le nom de Pulky 2. Mais revenons en Allemagne. À la fin de la guerre, les Britanniques investissent l'usine Focke-Wulf et vont trouver plans, maquettes, résultats d'essais en soufflerie du TA-183, qu'ils vont rapidement partager avec les Américains qui vont mener à la création du bien connu F-86 Sabre. Quant aux Soviétiques, durant la bataille de Berlin, ils tombent sur une liasse complète de plans du TA-183. Comme on peut le remarquer, le F-86 et le MiG-15 se ressemblent beaucoup. Ils possèdent tous les deux des ailes en flèche, un fuselage élargi avec un d'air à l'avant, et pour les MiG, une dérive en T surélevée typique. Les ingénieurs Mikoyan et Gurevich créent le MiG-9, qui utilise l'architecture générale du TA, tel que l'entrée d'air dans le nez et l'empennage en T. Motorisé par deux moteurs RD-21, qui sont des copies du BMW 003, moteur qui motorisa le Heinkel 162 et le Arado 234. Le MiG-9, même s'il n'est pas un camion chasseur, va donner une première idée à MiG de ce qu'est un chasseur moderne. Les moteurs soviétiques, comparés à leurs homologues occidentaux, manquent cruellement de puissance, sont peu fiables et consomment beaucoup. Les soviétiques, lors des visites des usines anglaises, sont très intéressés par le NIN de Rolls-Royce. Ils demandent même en acheter la licence de fabrication. À la surprise générale, les gouvernements britanniques acceptent, contre la promesse solennelle qu'il ne serait utilisé que pour des avions civils. Les Américains ne sont pas très contents. À Guru. At the end of the day, you know what matters? Everything gets done around here. Every bike that needs to get built gets done. Everybody's working at all times. And you know what? 10 years, this is the kind of stuff we've been dealing with for 10 years. Yeah. We're part of this thing. We're involved here. Let me tell you something. Listen, if I wasn't involved, this go to it would burn to the death. You know what? Get the out of here. And don't bother coming into market. Staline lui-même n'en croira pas ses oreilles en voyant la facilité avec laquelle il a pu acheter le NIN. Le NIN fut donc modifié et sera monté sur toute la première génération de chasseurs soviétiques, dont en premier le MiG-15. Ainsi, contrairement à une croyance populaire, les soviétiques n'ont pas copié le NIN, ils ont juste acheté la licence à un gouvernement pas très malin. Les ingénieurs soviétiques se hâtent donc de modifier les NIN pour leurs besoins. Mikoyan utilise la base du MiG-9 qui adopte des ailes en flèche à 35 degrés, les moteurs NIN, renommés Klimov, avec un cratère à l'avant qui contourne le cockpit en deux parties. Ces modifications vont donner naissance au I-310 qui sera renommé MiG-15 par la suite. L'appareil fait son premier vol le 30 décembre 1947. Le premier MiG-15 de série vole en 1948 et entre en service au sein de l'armée de l'air soviétique dès 1949. L'appareil est ensuite livré à la Chine dès 1950 et Staline accepte de fournir aux Chinois et la Corée du Nord des avions et pilotes soviétiques pour lutter contre les forces de l'ONU en Corée. Des bases aériennes qui abritent les MiG sont construites à la hâte en Mandchourie, c'est-à-dire en territoire chinois hors d'atteinte du mandat de l'ONU et qui ne peuvent être bombardées sous risque de déclencher un conflit ouvert avec la Chine et par un effet d'alliance une guerre nucléaire avec l'URSS. Ce chasseur devient un cauchemar pour les équipages de bombardiers. Attaque surprise, impossibilité des B-29 de se défendre. Malgré l'envoi en urgence d'escadrilles de F-86 Sabre en Corée, seul chasseur disponible dans l'USAF, il ne peut rivaliser avec le MiG-15. Il est plus lent, moins manœuvrable, et comme cela ne suffisait pas, Staline va ordonner l'envoi en Chine de ses meilleures escadrilles formées de vétérans. Le carnage des MiG est tel que plus aucun bombardier B-29 ne prendra l'air durant la journée le reste de la guerre. Le MiG-15 a réussi à s'assurer la maîtrise du ciel coréen. Pour ne rien arranger, le MiG-15 et le sabre se ressemblent à tel point que sous le coup du stress, des pilotes américains commencent à battre d'autres sabres. Suite à l'arrêt des bombardements de jour, les Américains reprennent l'avantage avec les bombardements de nuit, tout du moins pendant 20 ans. Des MiG-15 sont envoyés en Chine équipés pour le point d'option et l'hécatombe recommence.
Les Américains vont donc devoir déployer leurs deux nouveaux chasseurs nocturnes les plus modernes pour protéger les B-29. Le F-84 Starfire et le F-3D Skynight sont ainsi déployés en urgence sur le front. Le F-3D s'avéra un chasseur de MiG redoutable. Les MiG menacent la supériorité aérienne américaine, et pour l'US Air Force, capturer un MiG pour le tester et le démonter va devenir la priorité numéro 1. Les Américains estiment en effet que les Soviétiques ont là une avance d'au moins 4 ans sur les avions américains. Malgré l'inspection des deux épaves de MiG abattues par les appareils de l'ONU, les Américains avaient besoin d'un appareil en état de vol pour en percer les secrets. C'est le début de l'opération Moula. L'USAF offre une récompense de 100 000 $ et l'asile politique à tout pilote du bloc de l'Est qui fera défection avec un MiG-15 en état de vol. Près de 1,2 million de tracts de propagande sont largués sur toute la Corée. L'effet des tracts est tel que les avions des Nations Unies ne virent plus aucun MiG pendant les 8 jours qui suivirent le 26 avril, le jour du largage des tracts. Même si la météo pourrait en fois avoir été un facteur important de cette absence pendant cette période, il se pourrait que les tracts aient eu une incidence sur l'absence des MiG, et que les leaders politiques militaires communistes avaient déjà commencé à protéger des pilotes politiquement peu fiables. En plus du largage des tracts, des transmissions radio, traduites en coréen, mandarin, cantonais et russe, furent diffusées par 14 stations au Japon, en Corée du Sud, par la Corée du Nord et la Chine. Les soviétiques utilisèrent des débrouilleurs pour contrer les tactiques américaines. Mais avec tous ces moyens déployés, l'affaire n'est pas facile, car il y a peu de MiG pilotés par des Coréens, la majorité étant pilotée par des Russes en uniforme nord-coréen, voire civil, pour masquer leur origine. Ces pilotes étaient priés de parler en coréen à la radio pour tromper les Américains. Les habitudes reprennent le dessus et les pilotes de l'ONU interceptent ainsi quotidiennement des conversations animées en russe. En plus, les pilotes sont bien endoctrinés, et les chances qu'ils veulent bien passer à l'ouest sont faibles. Les combats aériens ont souvent lieu au-dessus du territoire ennemi, dans ce qui va devenir la vallée des MiG, une bande de territoire étroite le long de la rivière Yalu, au nord-ouest de la Corée, à la frontière chinoise. Territoire dont les MiG ne sortent jamais, opérant toujours par paire, un attaquant et un allié, chacun ayant pour ordre d'abattre l'autre s'il a tenté de passer à l'ouest. Et en cas de problème, ils ont gagné le territoire chinois là où les chasseurs de l'ONU ne pouvaient pas les suivre. Heureusement, il y a des escadrons de MiG-15 pilotés par des Chinois et Coréens plus susceptibles d'être retournés. Mais le 21 septembre 1953, le lieutenant No Kum-sok de l'armée de l'air nord-coréenne se pose sur la base américaine de Kimpo. Le pilote ne savait même pas qu'il y avait une récompense pour avoir ramené le MiG-15 en état de vol. Il touchera donc une prime de 100 000 $ et obtiendra donc la nationalité américaine. Démonté, le précieux MiG-15 est expédié en urgence à Kadena, au Japon. Là, il va recevoir la visite de deux pilotes d'essai, Harold Collins et Chuck Yeager, le premier américain à avoir franchi le mur du sang. Leur rôle est simple, lister les points faibles du MiG pour permettre aux chasseurs américains de les abattre. Les faces cachées du MiG sont ainsi révélées. Sa vitesse est limitée à Mach 0,92 et au-delà, les commandes perdent en efficacité. De même, le MiG a la fâcheuse tendance à partir en vrille après un décrochage, même à basse vitesse. L'analyse de l'armement du MiG a aussi révélé quelques surprises. Aucune mitrailleuse, mais deux canons de 23 mm et un canon de 37 mm. Le problème étant que ces deux munitions ont des balistiques très différentes, ce qui explique que certains pilotes de sabre ont eu la désagréable expérience d'être frôlés par des obus de 23 mm par-dessus et des obus de 2,37 par-dessous. Le MiG-15 bis corrige en partie les défauts du MiG-15 tout en apportant des améliorations, comme de nouveaux canons de 23, un nouveau moteur Klimov plus puissant et une modification du fuselage au niveau des ailerons pour les rendre plus aérodynamiques. Même si l'appareil ne corrige pas tous les défauts du MiG-15, il les amoindrit et sera la version du MiG-15 la plus produite avec plus de 8000 exemplaires sur les 13 100 produits par l'URSS. Pendant ce temps, l'équipe de chez MiG travaille sur une autre version, nommée I-330 ou encore S1, pour corriger définitivement tous les défauts. L'incidence des ailes passe de 35 à 45 degrés et avec un rallongement du fuselage. Mais les prototypes possèdent le défaut d'avoir des commandes de vol plus dures, ce qui entraîna la mort du pilote d'essai Ivachenko. Mais les résultats sont prometteurs et les prototypes sont améliorés. Des aérofreins redessinés, un siège éjectable et un moteur plus puissant, ainsi qu'une mise à jour de son équipement radio. L'avion nommé MiG-17 n'a pas l'occasion de participer à la guerre de Corée, mais continue à être modernisé. Les versions suivantes permettront au MiG-17 de recevoir des missiles RR-4S, des moteurs avec une post-combustion et même un radar. On peut noter qu'un prototype du MiG-17, le MiG-17 SN, est transformé en avion d'attaque au sol, avec deux entrées d'air latérales et un nez redessiné pour permettre aux trois canons de 23 mm de pivoter pour engager des cibles vers le sol. Le MiG-17 voit le combat la première fois dans le détroit de Taïwan, lorsque des MiG-17 de la RPC se sont confrontés aux sabres de la République de Chine nationaliste en 1958. La même année, des MiG-17 soviétiques ont abattu un Lockheed C-130 Hercule de reconnaissance américain au-dessus de l'Arménie.
Mais les faits d'armes les plus notables se sont produits durant la guerre du Vietnam. Les MiG-17 nord-vietnamiens ont abattu plus de 143 avions et hélicoptères comme des F-4 Phantom qui sont sur le plan technique supérieurs aux MiG-17. Le MiG-15 et MiG-17 servirent dans les forces aériennes de plus de 35 nations et toujours en service en Corée du Nord et même dans certains pays africains. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le MiG-15, je vous conseille cette très bonne bande dessinée de chez Bug Danny, une Bug Danny classique, duel sur MiG Alley, qui parle bien du MiG-15 durant la guerre de Corée, avec les duels entre les MiG et les sabres, les problèmes des MiG, ainsi que les as soviétiques en Corée du Nord, enfin en Corée, enfin qui bossaient pour la Corée du Nord, voilà. Sans trop spoiler, c'est une très bonne bande dessinée que je vous conseille, il y a des très belles images, c'est du Bug Danny, donc franchement les histoires sont toujours plutôt bonnes, et il y a aussi beaucoup d'avions. Bref, je vous le conseille, c'est Bug Danny classique, duel sur MiG Alley. Rebonjour, eh bien, je tiens juste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes toujours là. Et aussi, je tiens à remercier les futurs abonnés et à ceux qui ont partagé et liké cette vidéo. Comme toujours, c'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, même si la prise de voix était toujours un enfer pour moi. Sinon, c'est une vidéo où je suis le plus fier. Encore, merci beaucoup. Voilà, le lien du Discord est en description, si vous voulez le rejoindre, me parler, ou même juste tout simplement via les commentaires. Bref, c'était Barna et je vous dis à la prochaine. Tchuss!